Moi, je vais essayer de parler essentiellement d'Algérie, parce que ce qui m'importe, c'est l'Algérie. Bien sûr, après une petite pause sur ce qui se passe dans le monde, et puis un petit peu ce qui risque, d'ailleurs, je ne vais pas parler de sécurité énergétique, mais plutôt d'insécurité énergétique éventuelle. Bien. Alors, en 2016, j'avais affiché cette diapositive dans une conférence à l'Eurasie, avec des représentants du gouvernement, avec le patronat, etc., etc. C'est une projection des consommations des ressources énergétiques, c'est-à-dire les hydrocarbures algériens, entre 2012 et 2040. Et j'avais dit que si on continue comme ça, si on ne fait rien, si on ne change pas le modèle de consommation énergétique globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, en 2030, on aura un sérieux problème. Quel problème? Ce n'est pas un problème de sécurité énergétique. C'est-à-dire qu'on devra choisir en 2030, est-ce qu'il faut continuer à exporter des hydrocarbures ou les consommer? Il n'y a pas d'autre solution. On va le voir tout à l'heure. On va le voir avec des chiffres. Et on est exactement dans la même situation. En décembre 2021, le Club Énergie, qui est constitué d'anciens cadres du secteur de l'énergie, nous avons fait un colloque et nous avons fait appel à des experts qui ont exposé pratiquement chacun en ce qui le concerne. Moi, j'étais parmi les organisateurs de ce colloque et on est exactement dans la même situation. Ce que vous voyez ici, c'est pratiquement... là, voilà. Je crois que ça ne marche pas. Ah oui, il y a un pointeur, voilà, c'est bon. Donc, vous voyez un petit peu, désolé, hein, d'ailleurs, une recommandation à monsieur le recteur de l'université de Sétif, dire un écran un peu plus grand. Ça ne coûte rien. Hein. Voilà, ce que vous avez ici, c'est pratiquement la situation actuelle, les consommations en gaz. Ça, c'est les exportations. Ça, c'est les productions qui sont venues. Parce que ça date de 2016, hein, vous avez des projections, et ça c'est 2030. Bien, j'ai commencé par ça pour vous faire toucher un petit peu le problème. Bien, alors, je reviens au monde, ce que disait tout à l'heure le professeur Chitour. Le contexte énergétique mondial, il y a, quels sont les défis en quelque sorte? Il y a pratiquement 7 problèmes, 7 vulnérabilités. D'abord, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu de nouveaux, surtout au cours du début des années 2000, il y a de nouveaux producteurs qui ont introduit énormément de production sur la scène énergétique et ça fait courir un certain risque sur le marché pétrolier. Par la suite, à partir de 2014, il y a la crise pétrolière, dont nous avons senti, parce que le baril ayant baissé, et on va voir pourquoi je raconte tout ça. Hein. Tout à l'heure, on va voir les conséquences. Il y a la persistance des crises géopolitiques dont a parlé le professeur Chitour. Il y a la prise de conscience aussi en matière d'épuisement des réserves hydrocarbures dans le monde ainsi que les changements climatiques. Il y a bien sûr le Covid-19 qui a pratiquement changé complètement les modes d'exploitation et une prise de conscience générale pratiquement en matière de changement climatique. Donc, avec toutes ces vulnérabilités, tous ces risques, ça fait quelques années, on dit que le monde, il va vivre une transition vers une nouvelle ère énergétique qui est complètement différente par rapport à celle qui était décrite par M. Chitour. Donc, seulement, après le Covid, il s'est passé autre chose. Le conflit russo-ukrainien. M. Chitour ne s'est pas attardé là-dessus. Mais je dois vous dire une chose. Le conflit russo-ukrainien, il va changer complètement le monde. Le monde qu'on aura en 2023, 2024 et par la suite sera complètement différent du monde actuel qui est pratiquement unipolaire. Il va y avoir un monde multipolaire et dans ce monde-là, l'énergie, elle constituera un paramètre extraordinaire et pratiquement primordial.
On le voit d'ailleurs à ce qui se passe actuellement en Europe. On voit par exemple qu'aux États-Unis, le gaz coûtait en 2019 $2 à peu près le million de BTU. Aujourd'hui, il est au-dessus de $7. Il a été multiplié par plus que 3. En Europe, le gaz, même notre gaz, on le vendait à $8, entre 6 et $7 le mètre cube, le million de BTU, pardon, en 2019, 2018, 2019. Aujourd'hui, bon, évidemment, on continue à le vendre à peu près au même prix parce que c'est des contrats de longue durée, moyen terme plutôt. Tandis que sur le spot, c'est-à-dire sur le marché quotidien, eh bien, le gaz aujourd'hui en Europe, il est autour de $30 le million de BTU. C'est-à-dire, il a été multiplié par 5. En Asie, il est arrivé jusqu'à $75, c'est-à-dire multiplié pratiquement par 8. Voilà ce qui se passe pratiquement en Europe et cette situation, elle va durer de toute façon. Je vais essayer d'aller vite. Maintenant, pourquoi il va y avoir un nouveau monde après la guerre russo-ukrainienne? Donc, ces deux fromages que vous avez, ça... J'arrive pas à contrôler. Voilà. Bien. Ici, là, vous avez les réserves mondiales de pétrole. Bon, le détail, je sais que vous ne le voyez pas, mais sachez que les réserves mondiales de pétrole, elles sont à 48% situées au Moyen-Orient. C'est ça. Ça, c'est le Moyen-Orient. Ça, je crois que c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ça, c'est la Russie et les anciennes républiques soviétiques. Pour le gaz, 40% des réserves mondiales de gaz sont au Moyen-Orient aussi. Et les anciennes républiques, la Russie et les anciennes républiques soviétiques, c'est 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 78% des réserves gazières sont entre le Moyen-Orient et la Russie. Le pétrole, ça veut dire que 48% des réserves pétrolières sont au Moyen-Orient aussi. Or, on a vu que le déséquilibre qui a été créé par la guerre russo-ukrainienne, qui était à base, il y a le paramètre énergie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Demain, la sécurité énergétique, c'est très simple. Vous êtes en sécurité énergétique si vous possédez la ressource, c'est-à-dire vous l'avez chez vous, le cas du Moyen-Orient et de la Russie, de l'Algérie aussi, parce que nous avons nos ressources, ou bien alors vous les contrôlez, et ça, c'est les États-Unis. C'est eux qui contrôlent la majorité des réserves pétrolières et gazières dans le monde. Ou bien alors vous avez la possibilité de les acheter, c'est-à-dire vous êtes développé économiquement, vous avez les moyens financiers pour les acheter. C'est le cas par exemple du Japon. Le Japon n'a ni ressources agricoles, ni terres agricoles, ni pétrole, ni gaz, ni rien du tout, mais c'est une puissance mondiale pour la simple raison parce qu'il produit. Parce qu'ils produisent autre chose, ils vivent d'autre chose. Ils ont la possibilité d'importer. Ou alors, ils ont eu la possibilité de construire des centrales nucléaires, etc. Mais construire une centrale nucléaire, il faut avoir de l'argent aussi. Bien. Alors, pourquoi c'est important l'énergie? Pourquoi ça va être important à l'avenir? Là, vous avez la consommation énergétique primaire dans le monde actuellement. Actuellement, 56%, l'énergie que nous consommons dans le monde, elle est à 56% d'origine hydrocarbure, 27% d'origine charbon, 4% nucléaire et 13% renouvelable. Bon, si on revient un petit peu à ce que disait le professeur Chitour tout à l'heure, que le monde de classe, nous vivons à crédit, moi, je doute fort qu'on puisse se passer de ces 56% dans les années à venir. Hein. Ce n'est pas pour demain. Hein. C'est pas pour demain. Il n'y a que 13% de renouvelables actuellement dans le monde. Maintenant, si on voit, par exemple, dans les pays les plus développés, les pays de l'OCDE, eux, ils ont pris de l'avance. Les pays de l'OCDE, eh bien, ils ont 34% de renouvelables. Ils ne consomment dans leur panier énergétique que 30% de gaz naturel. 18% de charbon et 17% de nucléaire. Et le reste, en fait, qui est en retard? C'est les pays en voie de développement ou les pays peu développés. Voilà le gros problème. Donc, il y a deux mondes. Il y a un monde qui est en train de vivre encore à l'ère du bois, ou du charbon, etc. Et un autre qui a déjà pris de l'avance, ce sont les pays de l'OCDE.
Alors, donc, le contexte, pour revenir, pour résumer un peu, ça veut dire que les pays développés, eux, actuellement, ils accordent la priorité à la transition et la sécurité énergétique pour les décennies qui vont venir. Les pays émergents, eux, ils ont une préoccupation aussi liée essentiellement aussi à la sécurité énergétique parce que leur consommation a été multipliée par 2. Elle va être multipliée par 2, pardon, en 2035. Donc, ils ont une force. Les pays émergents, c'est pratiquement c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les pays du BRICS. Et les pays en développement, en voie de développement, dont nous faisons partie, nous, bon, on a une économie malheureusement basée uniquement sur les hydrocarbures, c'est-à-dire la rente. On va le voir tout à l'heure dans le détail. Et par contre, nous devons aussi nous engager dans une transition énergétique, mais on a un problème de financement. Comment faire? Parce que la transition énergétique, c'est bien beau d'en parler. Quand on dit il faut passer aux énergies renouvelables, il faut faire de l'éolien, il faut faire du solaire, je n'ai rien contre personnellement, mais il faut de l'argent aussi. Il faut de l'argent. Or, l'argent actuellement, celui de la rente, il sert beaucoup plus au développement économique et aux besoins sociaux, etc. Donc, ce n'est pas facile. Il faut de l'argent et il faut du temps. Alors, la transition énergétique, c'est-à-dire dans le monde, c'est très simple. Juste pour résumer, en 2035, de toute façon, les hydrocarbures et le charbon, ils seront toujours à 54 et 23% dans le mix énergétique. Et ça, ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres des grandes boîtes ou des grands cabinets qui font des analyses. En 2050, le gaz naturel représentera aussi dans le mix 23 à 23%. Il y a jusqu'en 2050 pratiquement. Le gaz sera là, on ne peut pas s'en passer. Le problème que j'avais montré tout à l'heure, c'est que ce gaz-là, 70% du gaz naturel est au Moyen-Orient ou en Eurasie. Et c'est à cause de cela qu'il risque d'y avoir effectivement beaucoup de problèmes et une mutation profonde dans la répartition du monde à cause de la géographie des réserves. Les ressources renouvelables, bien sûr, en 2035, en fonction des pays, ce sera de 25 à 30%, parce que ça croît à raison de 7%, mais il y a un gros défi technologique en matière de stockage, surtout de l'énergie. C'est bien beau d'installer des panneaux photovoltaïques, pour le moment du moins, mais encore faut-il stocker l'énergie pour les jours ou les heures où il n'y a pas d'ensoleillement ou bien il n'y a pas de vent. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. En 2021, il y a eu beaucoup de problèmes en Europe. Pourquoi? Parce que les éoliennes n'ont pas fonctionné, tout simplement. Et ils n'avaient pas assez de stockage de gaz, et c'est comme ça que le prix a commencé à augmenter, parce que les éoliennes n'ont pas fonctionné, tout simplement. Alors, maintenant, je passe sur ça pour aller vite. En Algérie, je reviens en Algérie. Qu'est-ce que nous avons? Alors, ça, c'est les réserves d'hydrocarbures que nous avons en Algérie. C'est très simple. Ah, pardon. Voilà. En hydrocarbures, voilà, nous avons des réserves prouvées de 4,2 milliards de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire tout compris, hein, gaz, pétrole, condensat, etc., GPL et tout. Sur les 7 milliards découverts à ce jour, il ne reste, en 2020, il ne restait que 1,7 milliard de tonnes d'hydrocarbures. En gaz naturel, il ne reste que 2,4 milliards de tonnes en 2020. Gardez bien ces chiffres parce que tout à l'heure, quand on verra avec les consommations, si on commence à diviser la consommation annuelle avec un taux de croissance en général de 6 à 7%, eh bien on verra qu'on en a pratiquement jusqu'à 2040 maximum, pas plus. Il y a des hypothèses de découverte, mais il n'y a aucune garantie de découvrir ces réserves-là. Et enfin, il y a les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire le gaz de schiste. Le fameux gaz de schiste, oui, il y en a beaucoup. Il y a pratiquement 23,5 milliards de tonnes équivalent pétrole en gaz dans le sous-sol algérien. Seulement, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes d'environnement, il y a des gens pour, il y a des gens contre pour leur exploitation. Mais on verra tout à l'heure, le problème n'est pas là. Alors, en théorie, si on regarde un petit peu, si on tient compte des réserves que je viens d'afficher,
si on divise un petit peu par rapport à la consommation nationale, il n'y a aucun problème. L'Algérie n'a pas de problème de sécurité énergétique. Si on continue à consommer de l'énergie qui est d'origine hydrocarbure pratiquement à 98%, c'est le cas actuellement, nous n'avons aucun problème. 2050, 2060, 2070, il n'y a absolument aucun problème. Malheureusement, la production Tana, elle est à plus de 50% exportée. Parce que c'est elle qui produit la rente. Et c'est cette rente qui est en train de nous permettre de nous nourrir, de nous développer, de conserver des universités comme celle-là, etc. Ah, le problème. Donc l'Algérie a un problème de rente. L'Algérie a un problème de développement économique, de changement. Il faut qu'elle change de modèle économique. C'est ça le gros problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des énergies renouvelables ou là qu'il ne faut pas faire de transition, pas du tout. Plus rapidement on le fait, mieux cela vaut. Comme ça, on laissera un peu de gaz et un peu de pétrole dans le sous-sol pour les générations futures. Ça, il n'y a pas de problème. Plus on produira de nouvelles richesses, et mieux cela vaudra. Mais encore faut-il changer de modèle économique. Alors, ça, très rapidement, je ne vais pas m'attarder parce que je sais qu'au fond, vous ne voyez pratiquement aucun chiffre. C'est pour ça que j'ai demandé à changer de tableau. Mais ce sont des chiffres réels tirés du ministère des Finances, de la Banque d'Algérie, etc. Et on voit ici, je vais m'attarder un tout petit peu ici pour la simple raison que c'est un tableau qui montre les principaux paramètres économiques de l'Algérie. Alors, ici, vous avez le prix moyen du baril. Vous constatez que depuis 2013, il a baissé. Ce qui est important, c'est surtout l'exportation des hydrocarbures. Elle a baissé. Voilà. 63 milliards de dollars en 2013, 22 en 2020. 32 peut-être, 32, bah, c'est des prévisions parce que je n'ai pas encore le chiffre exact, en 2021. Ça ne fait que baisser. Exportation hors hydrocarbures insignifiante. Recettes budgétaires, voilà, elles sont à peu près les mêmes parce qu'elles dépendent en majorité de la fiscalité ordinaire. Les dépenses, elles sont restées aussi à peu près au même niveau, sauf en 2020 à cause du Covid et puis à cause des restrictions budgétaires où on a diminué. Mais en gros, on est resté à peu près au même niveau. Équipement kiff-kiff, réserve de change, vous regardez, 194 milliards de dinars en 2013, 48 en 2020, 42 en 2021, oui c'est ça, en 2022, je ne sais pas, mais je sais qu'il ne va pas rester grand-chose. Ça veut dire que depuis 2013, depuis la chute, 2014 exactement, depuis la chute du baril, l'Algérie n'a survécu que grâce aux réserves de change et au fonds de régulation, lui, qui a fondu. Il était à 70 milliards de dollars. Il n'y a plus rien pratiquement en 2020. Voici comment on a traversé la crise depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème des subventions. Regardez ici, ça c'est les subventions de l'État dans l'habitat, dans la santé, la famille et l'énergie. 15 milliards de dollars de subventions pour toutes les consommations énergétiques, y compris en matière de dessalement d'eau de mer. 15 milliards de dollars par an. Ce sont les subventions que l'État met pour assurer en quelque sorte la sécurité, enfin, la consommation énergétique ou la consommation énergétique dérivée, c'est-à-dire au dessalement, etc. C'est une situation économique quand même qui nous interpelle. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'importance du secteur de l'énergie. Regardez ici, ça c'est très rapidement, c'est un petit peu les exportations hors hydrocarbures. Vous voyez que l'essentiel de la rente, ben, c'est les hydrocarbures. Hein. Mais quand on regarde le poids des hydrocarbures dans l'économie algérienne, finalement, voilà ce que ça représente en matière de PIB. Voilà ce que ça représente en matière d'emploi. Tout le reste, le PIB et l'emploi en Algérie sont à 63 et 78%, c'est les services. Les services, c'est quoi? C'est les commerces, etc., etc. C'est-à-dire, en majorité, ce sont des activités qui ne produisent pas de la richesse. Ce n'est pas l'industrie. Voici le truc, l'industrie, voilà, où est-ce qu'elle est là?
services, hydrocarbures, voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Moi, j'arrive même pas à dire. Ah non, ça c'est l'agriculture. Voilà, tiens, l'agriculture. L'agriculture, regardez ici. Elle est là à 12%. Ici, en matière d'emploi, c'est 10%. L'industrie, voici les industries. Là, c'est 6% pour le PIB, 11% pour l'emploi. Il y a un déséquilibre. C'est une économie qui est complètement déséquilibrée. Ce n'est pas comme ça. Si vous regardez ce même schéma, par exemple, dans d'autres pays, eh bien, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est les secteurs ou les activités qui produisent de la richesse qui comptent dans le PIB et dans l'emploi. Parce que le problème de l'Algérie, d'ailleurs le problème qui vous concerne, les jeunes, quand vous allez sortir, je sais qu'il y a la moitié des universitaires, quand ils sortent de l'université, ils ne trouvent pas d'emploi d'ailleurs. Donc, le taux de chômage d'ailleurs est le plus important au sein de la communauté universitaire. Bien. Alors, et voici en ce qui concerne maintenant, je passe à l'énergie, je reviens plutôt à l'énergie pour vous montrer un petit peu le poids du secteur des hydrocarbures. Alors, j'ai préféré afficher beaucoup plus des diagrammes plutôt que des tableaux parce que de toute façon, au fond, vous ne voyez pas le... Voilà. Alors, en 2007, là, vous avez la production totale des hydrocarbures. Voilà ce qu'on produisait. On produisait un peu plus que 237, je crois. Et la production commercialisée, parce que quand on produit, par exemple, 100 millions, par exemple, de TEP, de tonnes équivalent pétrole, on ne commercialise pas tout. On commercialise à peu près, ça dépend des années, ou plutôt des décennies, je dirais, entre 75, à peu près 75 à 80%, on commercialise et le reste, on le réinjecte pour maintenir en état les gisements, pour pouvoir récupérer plus de liquide, plus de gaz, etc. Donc, ça, c'est ce qui est commercialisé, ça, c'est ce qui est exporté, et ça, c'est la production consommée à l'échelle nationale. Et vous voyez que la production ne cesse de baisser depuis 2013. La production commercialisée, kiff-kiff. Exportée, pareil, tandis que la consommée, elle augmente sans arrêt. 5 minutes. OK. Eh bien, on va y aller. Alors, consommation nationale d'énergie produite, par produit, pardon. On voit qu'en 2007, ici, voilà la production de gaz, ça c'est l'électricité, ça c'est oui, ça c'est les produits pétroliers. Bon, le reste, je ne les cite pas. Qu'est-ce qu'on constate? Entre 2007 et 2019, la consommation nationale d'énergie en gaz naturel, elle a augmenté de 80%. C'est énorme. 80%. Elle a presque doublé en quelque sorte. La consommation d'électricité, kiff-kiff, 78%. Les produits pétroliers, le gaz c'est essentiellement, l'électricité c'est essentiellement du gaz. Hein. Et ici les produits pétroliers, bah, c'est le transport routier, c'est les carburants. Ça a augmenté de 51%. Je vais essayer de continuer. Voilà, en ce qui concerne maintenant par secteur d'activité, pour voir un petit peu le lien avec le modèle économique du pays. Les ménages, ça c'est la consommation des ménages, ça c'est le transport, et ça c'est l'industrie et les travaux publics. Les bâtiments et travaux publics. Voilà, en 2019 par rapport à 2007, plus 64%. Pour le transport, 139%, parce qu'il y a eu la fameuse ouverture de l'importation des véhicules, les prêts, etc. Et on a commencé à importer n'importe quel type de véhicule, n'importe quel élève. Et ce qui fait qu'on en est actuellement aujourd'hui, je crois, quelque chose comme 6,5 millions de véhicules. Le parc national, c'est 6,5 millions, pratiquement. Voilà. Donc tout a augmenté pratiquement, y compris, bien sûr, dans l'industrie, à 68%, mais relativement, quand en volume, c'est quand même négligeable. C'est surtout ça qui a... Alors, maintenant, les carburants. Et ça, c'est important. Kiff, kiff. Voici la consommation en gasoil, la consommation en essence et le GPLC, le GPL carburant. Vous constatez que la consommation en gasoil, elle a augmenté de 60%. Celle de l'essence de 100% pour la simple raison que le parc véhicule a
s'est accrue. La consommation d'électricité. Là, je vais vite, hein, j'évite les commentaires puisqu'on me demande de faire vite. Kiff, kiff. Alors, ça, c'est la puissance installée. La puissance installée, c'est le nombre de centrales électriques avec en mégawatts. Et le orange, c'est la PMA, c'est-à-dire la puissance maximale appelée. Parce que quand vous avez, par exemple, une puissance de, par exemple, 20 000 mégawatts, mais il y a des pics en été auxquels on fait au maximum. D'ailleurs, en général, sur 22 000, par exemple, en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus, on a fait appel pratiquement à 15 400 mégawatts. C'est-à-dire, on a une puissance maximale installée énormément supérieure par rapport à la puissance à laquelle on fait appel. Ça veut dire on est suréquipé. Donc, vous constatez quoi? Ici, c'est qu'entre 2007 et là, je m'en vais jusqu'à 2030 pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer à l'avenir. Jusqu'en 2019, là je ne vois plus, alors jusqu'en 2019, là, vous avez ici les chiffres de 2019, on constate que la puissance installée, elle a augmenté de 105%. Il y a eu énormément d'investissements pour produire de l'électricité, mais à partir du gaz. Ce n'est pas à partir des énergies renouvelables. Tandis que la production, la PMA, la puissance maximale appelée, elle a augmenté de 161% à cause de la consommation, surtout au niveau des ménages, et surtout du suréquipement des immeubles, des maisons, etc., avec les fameux climatiseurs. La climatisation consomme enfin, entre le chauffage et la climatisation, c'est 40%. Voilà ce que consomme une maison en matière d'énergie. Et vous constatez aussi que la consommation a augmenté de 117% en 2019. Et elle va presque doubler en 2030. Voilà ce qui nous attend en quelque sorte d'ici 2030. Voilà, ça c'est presque la dernière. Hein. Maintenant, la consommation, on voit, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous avez dû constater qu'on consomme de plus en plus d'énergie, on produit de plus en plus, mais cette énergie, elle provient essentiellement du gaz. Et le problème de l'Algérie, c'est le problème gaz. Ce n'est pas autre chose. Et on voit ici, entre 2007 jusqu'à 2030, voilà comment va augmenter. Donc, là, la production, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, nous avons des réserves. Hein, la production, elle est là jusqu'en 2019 et même jusqu'en 2030. Elle va rester à peu près la même. Mais les besoins nationaux qui sont là, voici comment ils vont augmenter jusqu'en 2030. Et ça, c'est des chiffres que j'ai tirés des bilans énergétiques du ministère de l'Énergie, de Sonelgaz et de Sonatrach. C'est pas, je n'invente absolument rien. Ça, le reste, c'est les besoins des centrales électriques, c'est le détail en quelque sorte de ça, en quelque sorte. Et là, on voit que le gaz, si on le convertit en TEP par rapport à la production nationale, eh bien, en 2030, on consomme déjà à partir de 2019, on consomme presque autant que ce qu'on exporte. Parce que là, ça c'est la consommation. Ce qui reste, c'est l'exportation plus la consommation au niveau des gisements. Mais on en est déjà à plus de 50%. En 2030, ça va être pire. C'est-à-dire que, d'après les chiffres, bon, je n'ai pas exposé le tableau ici, mais j'ai les chiffres année par année, et bien en 2028, on aura un sérieux problème. Il faudra pratiquement arbitrer, c'est exporter ou consommer. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pour ça que, d'ici 2030, nous sommes tenus d'activer la transition énergétique. C'est tout ce que disait tout à l'heure M. Chitour. Il faut absolument qu'on entame la transition énergétique, il faut qu'on l'accélère et il faut surtout qu'on développe un nouveau modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on produise de nouvelles richesses qui puissent assurer le développement des pays
au lieu de continuer à vivre sur la rente pétrolière. Et la rente pétrolière, elle ne durera pas longtemps. Ça, je vous le garantis, parce qu'à partir de 2030, ce sera vraiment, c'est ça ou ça. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, bah, ça c'est juste pour vous dire que ça, c'est un tableau affiché par Sonelgaz il y a une semaine, au niveau du CREAT, où il disait, moi je suis beaucoup plus pessimiste, optimiste plutôt que... Ah, pardon. Juste 2 secondes. Il reste 1 minute. Combien? 1 minute. 1 minute. Pour la présentation. Ça va, c'est bon. Voilà ce qu'affichent les 3 scénarios de Sonelgaz en 2035. Ils ont affiché un besoin de gaz minimal, c'est-à-dire si on est en récession, 64 milliards de mètres cubes de gaz en 2035. Alors qu'en 2035, la production commercialisée ici, d'après Sonatrach, elle sera inférieure à 75 milliards de mètres cubes. Mais ils disent que si dans le modèle moyen, c'est-à-dire avec énergie renouvelable, les 15 000 mégawatts prévus par le ministère, on aura besoin de 85 milliards de mètres cubes. Ça veut dire qu'en 2035, il faudra commencer à importer du gaz. Voilà ce que prévoit Sonelgaz. Bon, moi je suis beaucoup plus, je pense que d'ici là quand même on fera beaucoup plus d'économie d'énergie renouvelable pour essayer de pratiquement traverser le... Bon, ça c'était la conclusion, comme quoi le modèle, c'est le modèle, le mix énergétique, le modèle de consommation énergétique qu'il faut absolument changer. Bon, on n'a pas assez de temps pour en discuter. Ça, je ne donne pas les chiffres parce que les chiffres sont confidentiels, c'est les chiffres des réserves et des productions. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 2028, le voilà, c'est 2028-29. Vous voyez, ça c'est la production totale. Ça c'est le gaz de schiste. Bon, je ne vais pas parler de gaz de schiste, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Hein? La seule solution, si on ne fait pas notre transition, c'est le gaz de schiste. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que l'essentiel est dit. Je vous remercie.